La théorie des files d'attente est la branche des mathématiques dont le sujet d'étude est le temps passé par les gens qui attendent un service ou font la queue pour un service. En particulier, elle quantifie l'effet du caractère aléatoire du flux des arrivées et du temps que nécessite un traitement. Si jamais vous avez vu une caricature politique dans votre journal local, vous savez que ce que vous avez regardé n'est pas la photo d'une personne particulière. Mais malgré cela, vous pouvez reconnaître de qui il s'agit parce que l'artiste, pour enseigner le lecteur, a représenté avec quelques coups de crayon bien choisis les traits caractéristiques de son visage. Et c'est exactement ce que fait un bon modèle des files d'attente. Il ne peut pas tenir compte de tout ce qui se passe dans le lieu de soins, mais il peut éclairer le débat sur les questions des temps d'attente et apporter une contribution au processus et aux décisions prises en matière de politique par les responsables des soins de santé. Donc aujourd'hui, j'aimerais limiter la discussion en trois aspects principaux: l'utilisation, la variabilité et la mise en commun. L'utilisation correspond au rapport entre le taux d'entrée des patients dans le système et le taux de traitement de ces patients. Pour parler de façon plus concise, elle décrit l'importance de la file d'attente à un moment donné. Si par exemple un établissement de santé a un local IRM et le nombre d'examens requis par les patients est plus élevé de ce que l'on peut effectuer, étant donné la durée des traitements, une file d'attente va se créer et grossir au fur et à mesure que le temps passe. Un fait peu connu, cependant, est que même si le système peut répondre aux besoins réels, les gens finiront toujours par attendre. Ceci découle du fait que le flux des arrivées va croître et décroître à des intervalles différents et que le temps nécessaire au traitement des patients n'est pas forcément le même. Il y a également une idée erronée que je voudrais corriger. Le temps d'attente ne croît pas de façon linéaire en fonction d'une augmentation de la demande. Une augmentation de 10% du nombre de patients causera une augmentation de plus, en fait peut-être de beaucoup plus, de 10% du temps d'attente moyen. Lorsque l'utilisation atteint la barre de 100%, le temps d'attente moyen s'élève littéralement à des niveaux inouïs. Prenez par exemple un médecin qui assure une clinique sans rendez-vous de 4 heures un samedi. Si la durée moyenne de la consultation est de 12 minutes par patient, la clinique peut traiter un maximum de 20 patients. En moyenne, 19 patients sont vus chaque samedi, ce qui signifie que la clinique sans rendez-vous a un taux d'utilisation de 95%. Si un patient pouvait être vu ailleurs, le temps d'attente moyen diminuerait de moitié avec un nouveau taux d'occupation de 90%. Si le médecin pouvait plutôt revoir sa façon de faire, de sorte que la durée moyenne de la consultation puisse passer à 10 minutes, le taux d'utilisation atteindrait 80% et le temps d'attente moyen baisserait à environ un quart de sa valeur actuelle. Habituellement, même des petites réductions du taux d'utilisation se traduisent par une diminution plus importante du temps d'attente moyen. Si tout le monde arrivait parfaitement à l'heure et si tous les traitements avaient exactement la même durée, personne n'aurait alors à attendre pourvu que l'utilisation ne dépasse pas 100%. Mais dans la réalité des systèmes, la variabilité est considérable. On ne peut pas programmer une crise cardiaque ni déterminer le moment précis où se stabilisera une patiente donnée qui a une crise d'épilepsie ou tout autre événement aigu, ni combien de temps prendra le traitement. Ce graphique montre que si l'on éliminait toutes les variations de la durée de traitement, le temps d'attente moyen prédit par le modèle de la théorie des files d'attente sera diminué de moitié. La leçon principale à tirer, c'est que si l'on peut réduire la variabilité de la durée du traitement, on peut nettement réduire le temps d'attente. Toutefois, on ne possède qu'un pouvoir limité sur la façon dont les clients arrivent et donc la seule chose qu'on puisse essayer de faire, c'est d'intégrer la capacité de répondre aux fortes augmentations de la demande. Le dernier facteur dont je voudrais parler concerne la mise en commun des ressources. Si deux établissements séparés, mais identiques, comme des maternités, étaient regroupés ou mettaient leurs ressources en commun,
la vitesse du système devrait augmenter du simple au double, 2 fois plus d'arrivées et un taux de traitement 2 fois plus élevé. L'accélération signifie que le temps d'attente moyen se réduirait de moitié. Cette façon de voir est correcte et la réduction est légèrement supérieure à un facteur de 2. En général, la mise en commun est une bonne idée, mais il y a un risque latent. Ce risque consiste en ce que la plupart des établissements de soins de santé exercent leurs activités à des niveaux d'utilisation très élevés, par exemple de 95% à 100%. Ce graphique montre que lorsque le taux d'utilisation rapproche de 100%, plus les ressources sont mises en commun, plus le temps d'attente moyen peut grimper rapidement en raison d'une hausse soudaine de la demande. On ne peut pratiquement pas constater de retard à même, disons, 95%, mais dès qu'il y a une petite augmentation, le temps d'attente moyen peut s'envoler très rapidement. Donc, les points principaux à retenir sont les suivants. Des petites réductions de nombre de patients produisent de plus grandes réductions dans le délai d'attente. Réduction de la variabilité de ce que vous pouvez contrôler réduira le temps d'attente. La performance des temps d'attente pour des grands systèmes en commun fonctionnant à fort taux d'occupation se dégrade beaucoup plus rapidement que les plus petits systèmes distincts et surtout, les surtensions arriveront. On peut seulement travailler autant de flexibilité que possible pour y répondre.